Et on passe à l'addition avec Stanislas Rigaud et toute l'équipe. Bonjour Stanislas. Bonjour Lieselotte, bonjour à tous. Vous avez une bien belle chemise Écoutez, merci dans beaucoup. le thème, très patriote. Oui, mais c'est ce que j'allais dire pour commencer. Une petite remarque après avoir écouté les propos qui viennent d'être tenus. La première, c'est que Pierre Rigaud est mon père et que j'excuse évidemment ses propos et que je m'en désolidarise fortement. Et la deuxième, évidemment, c'est que je n'ai pas eu le temps de prendre de petit déjeuner et je pense qu'en sortant, j'irai m'acheter chez le fromager un bout de comté. Mais on a des madeleines. Oui, mais on vient de parler de comté pendant 10 minutes, ce qui m'a ouvert l'appétit pour être très franc. Ouais, on sera tous et un c'est petit... une blague pour Pierre Rigaud, évidemment, qui n'est pas mon père. Précisé. Moi, j'étais réellement en train de me poser la question, dois-je l'avouer. J'ai senti un léger malaise en studio, en effet. Ah ouais, non mais c'était atroce. Là, Vous faites ça avec disait, qu'est-ce qu'on fait? On s'excuse, au contraire, on dit mais c'est atroce. Sortez d'ici, Stanislas, comment vous sentez-vous? Enfin bon, voilà. Il y a un vrai Rigaud et un rigolo, voilà. Non mais vous étiez... Je vous en prie. Vous êtes vraiment très pince sans rire, très froid, ça a jeté le trouble, je vous assure. Parce que ici, on est là pour l'amour, vous savez, Stanislas. Mais je sais bien, je sais bien, et c'est pour ça que je ne m'attendais pas à une réaction hostile de votre part, mais à une réaction de... circonspecte. Oui, mais avec une forme de charité. Oui, il y en avait. On s'est tous dit qu'on allait prier pour vous en sortant. On parle de Delphine Ernotte. Oui, écoutez, deux choses m'ont mis de mauvaise humeur aujourd'hui. La première, c'est évidemment... le manque de petit déjeuner. Trois choses, alors le manque de petit déjeuner, les problèmes de circulation dans Paris, quel que soit le moyen de transport, puisque maintenant, pour venir ici, la ligne 10 était encore bloquée la semaine dernière. Et bon, il y a des travaux qui n'en finissent plus à Paris. La deuxième est donc le fait de ne pas avoir petit déjeuner ce matin. Et la troisième est la réélection de Delphine Ernotte à la tête de France Télévisions pour la troisième fois, ce qui fait qu'elle est maintenant en place depuis 2015 et Delphine Ernotte est connue et bien connue de nos auditeurs, j'imagine, pour ses propos notamment sur les hommes blancs de plus de 50 ans. Alors ici autour de la table, personne n'est concerné, c'est ce qui est un réel avantage. Et même si elle avait à reprendre le service public, elle avait à reprendre Radio Courtoisie, nous serions tous épargnés. Mais sa reconduction à la tête de ce service qui lui permet de diriger près de 8000 personnes avec un budget de 2,5 milliards d'euros par an, interroge, puisque au cours de ses mandats précédents, plusieurs figures de la télévision de notre enfance, avec une certaine voix, avec une voix singulière, je pense évidemment à Monsieur Pujadas ou encore à Monsieur Julien Lepers, qui ont été gentiment conduits vers la sortie, en dit long sur la façon dont est traité le service public. L'Institut Thomas More, à l'occasion de l'année 2023, avait sorti un rapport expliquant le manque de pluralisme du service public, ce qui interroge sur le manque d'activité de l'Arcom concernant nos impôts et leur utilisation pour les moyens audiovisuels. Donc c'est le sujet qui m'a interpellé, d'autant qu'en ce moment même, beaucoup de personnes, beaucoup de médias sont attaqués par l'Arcom, par la justice, par des commissions d'enquête. Et il est bon de souligner que de l'autre côté, du côté du service public, avec nos impôts, personne n'est inquiété. Pire encore, ils sont reconduits sans aucune consultation évidemment des Français, des citoyens qui ne sont pas tous malheureusement au courant de ce qui se trame en haut et de l'autre côté de la rive droite où nous sommes, mais du côté du service public où Madame Ernotte règne en maître sur près de 8000 personnes, dont des journalistes et dont des grosses émissions qui font encore la pluie et le beau temps et qui permettent à certaines idées de s'exprimer. Je n'ai pas besoin de rentrer dans beaucoup d'exemples, mais l'exemple le plus connu, peut-être paroxystique, c'est évidemment des émissions comme C'est à vous, qui chaque soir donne le ton de l'actualité pour près de 2 millions de personnes, avec un regard évidemment extrêmement hostile à nos idées et extrêmement favorable aux délinquants. C'est dans C'est à vous qu'il y avait eu des propos mais absolument ignobles, notamment sur le drame de Crépol, avec cette directrice du CNRS qui expliquait que c'était finalement comme une scène de Roméo et Juliette. Exactement. Ou qu'on explique avec Monsieur Cohen que finalement Thomas l'avait cherché, il était raciste. Exactement, c'est l'exemple qui m'est venu également en tête ce matin, des propos qui n'ont jamais été excusés, ou encore l'affaire Lola, où sur le service public, la mère de Lola avait pu s'exprimer et dire que oui, elle a été réconfortée de voir le soutien d'une grande part de la population et que c'est ce qui lui a permis de supporter ce drame atroce de perdre sa fille assassinée par une OQTF sauvagement, et pourtant aucune excuse ni remords de la part du service public qui avait attaqué violemment et de façon virulente les personnes qui avaient voulu la soutenir à l'époque.
Le problème Delphine Ernotte, finalement, c'est la conséquence d'un problème bien plus important, c'est l'Arcom. C'est l'Arcom qui nomme Delphine Ernotte. Enfin, l'Arcom qu'on apprécie énormément, bien sûr. Oui. Mais il y a quand même cette mainmise de l'Arcom sur la façon dont les gens vont être nommés. Et il y a beaucoup de personnes qui réclament, notamment des personnalités politiques, qui réclament le fait que l'Arcom consulte finalement la population française pour savoir qui sera nommé, qui sera mis en place sur le service public, sachant que ça concerne du coup l'argent des Français. Ah mais absolument. L'Arcom de toute façon est un vrai problème, même si, je le précise, nous les saluons et s'ils nous écoutent, évidemment, nous leur souhaitons une très bonne journée avec du comté, peu et d'un petit déjeuner. En écoutant Ligne Droite. Et des mâles blonds de plus de 60 ans. Merci Stanislas. De 35 ans dans le cas présent dans le studio. 35 ans ressentis. Voilà. mais c'est un sujet, je crois que c'est en Belgique où des jeunes ont demandé à être... des personnes un peu plus âgées ont demandé d'être plus jeunes parce qu'ils se sentaient jeunes. Oui, oui bien sûr. Fait cette demande-là, il n'y a aucune raison qu'on les assigne à un âge. Mais exactement, et pour reprendre ces belles phrases, la jeunesse n'est pas une période de la vie, c'est un état d'esprit, un effet de la volonté. Ce qui est aberrant. J'ai l'impression à 15 ans. Parce que on parle souvent de pédophilie, etc. Mais en fait, avec toute cette définition de genre, cette définition de sexe, non mais c'est un vrai sujet. Il y a les premières demandes de personnes qui veulent être, je sais plus quel est le terme, en tout cas être reconnues plus jeunes que ce qu'elles sont. Donc ça fait ce que j'avais pu dire déjà par ailleurs chez Omerta, mais ça fait sourire quand il y a une gamine de 16 ans qui dit qu'en fait elle veut encore s'habiller comme une petite fille parce qu'elle a des imaginaires de manga ou que sais-je. Ça fait beaucoup moins sourire quand un homme de 50 ans va nous expliquer qu'en fait il sent qu'il en a 12 et qu'il va aller traîner près des écoles en disant bah oui mais en fait c'est l'environnement que je vise puisque j'ai l'impression d'avoir 12 ans. Eh bien, on attend d'ailleurs une fiction de France 2 ou de France 3 pour défendre le point de vue de ce malheureux. Je l'annonce aujourd'hui, ça arrivera. Et le jour où ça arrive, on verra ce que je gagne. Mais en tout cas, retenez la date, chers auditeurs. Mais c'est évident que le service public, on le voit dans tous les téléfilms, dans tous les reportages qu'ils font, il y a un billet qui est identifié. Maintenant, il y a du travail à faire encore pour le détecter, parce que le service public, ce n'est pas seulement France 2, France Inter et France 5, mais c'est tout un tas de chaînes dont on ne parle pas beaucoup. Ça peut être France 5, ça peut être, je viens de le dire, France 5. France Bleu, ça peut être, non, mais toutes ces chaînes régionales, notamment, qui ont un impact concret et réel. Et dans le cas d'affaires comme Crépol, la presse locale, et notamment la presse locale publique, a son rôle et son importance dans la propagande anti-blanc parfois, ce qu'ils appellent extrême droite, anti-camp national, et il y a un poids anti-catholique évidemment, et il faut le dénoncer, mais de façon scientifique. Je crois et j'espère que certains, dans les prochaines semaines et prochains mois, travailleront sur le service public pour identifier tous leurs manquements, parce que le service public a comme mission et comme visée de respecter la neutralité politique, ce qui n'est que très rarement le cas. Alors justement, les journalistes de France 3 viennent de se plaindre amèrement du manque de diversité dans le traitement de l'information sur France 3. Et il pointe un truc qui, effectivement, est criant d'injustice. On n'a pas assez parlé d'Aboubacar Cissé, le Malien tué dans une mosquée dans le Gard. Donc c'est l'exemple que choisissent ces journalistes de France 3 en disant si Boubacar Cissé avait été tué dans un immeuble d'une autre confession, suivez mon regard, forcément ça aurait fait les gros titres. Et c'est vrai, on est de tout cœur avec les journalistes de France 3. Il y a une invisibilisation des musulmans sur France 3. Il y a une invisibilisation de l'immigration sur France 3. On ne parle jamais d'une manière positive de l'immigration sur France 3. On ne souligne jamais assez sur France 3 la manière dont il y a un racisme systémique en France. Et est-ce que vous êtes d'accord avec la vision des journalistes de France 3 qui critiquent cette manière absolument odieuse dont l'extrême droite a pris le pouvoir à France Télévisions ? Oui, je condamne. Bien sûr que est-ce que vous condamnez vigoureusement ? Je condamne. Et est-ce que vous vous rendez sur place ? Je me rendrai sur place. Non, mais c'est quand même. Liselotte a pointé et a raison le rôle. C'était pas un gag. Hein. Il y a vraiment les gens de France 3 ont vraiment publié un communiqué où ils se plaignent de la façon dont on a invisibilisé le meurtre d'Aboubacar Cissé, qui, rappelons-le, a quand même eu droit à 1 minute de silence à l'Assemblée nationale. Oui, en plus. Pour tout dire, c'est évidemment un drame odieux et tout le monde le partage. Et je crois que toutes les chaînes d'information et tous les médias de droite, comme de gauche et du centre et service public, en ont parlé largement. Il y a eu évidemment la minute de silence à l'Assemblée nationale, dont n'a pas pu bénéficier Lola ni Thomas à Crépol. Et rappelons-le d'ailleurs, dans ce cas de la minute de silence, de façon particulièrement odieuse,
les médias et une grande part de la majorité, de l'ex-majorité présidentielle et du camp de gauche ont conspué toute personne voulant se rassembler pour la mémoire de Thomas Ojola. Ouais. Et il y a eu des minutes de silence, mais à échelle locale, qui ont été perturbées par des groupes antifa qui étaient rejoints par des élus de la gauche. Voilà, donc on est quand même sur un niveau d'ignominie assez large. Mais pour revenir sur ce que disait Liselotte, sur l'Arcom, qui a un pouvoir considérable et une influence importante, c'est peut-être le plus gros problème, mais derrière, il y a le souci des journalistes et de leur formation. Puisque la SDJ dont vous parlez, j'imagine que c'est la SDJ, la Société des journalistes de France 3, qui s'est exprimée pour faire part de son mécontentement suite au traitement de l'information sur Aboubacar et de son meurtre, et de son assassinat. C'est qu'il y a une formation à gauche, une formation des journalistes qui est à gauche, et dès qu'il y a des sondages sur ou des intentions de vote des journalistes en France, les scores sont absolument sans appel. Je crois qu'en 2002, entre Jean-Marie Le Pen et Jacques Chirac, on est dans des ordres de grandeur de 90% pro Jean-Marie Le Pen, pro Jacques Chirac, pardon, et 10% pour Jean-Marie Le Pen. Je crois que c'est à peu près pareil pour Hollande, Sarkozy, où il y a un écart qui est monstrueux, pour Macron, Marine, etc., etc. Donc il y a un problème de formation chez les journalistes. Nous manquons de journalistes, nous, pour de toute façon nous investir dans ces endroits-là, parce qu'à la fin des fins, sur le terrain, sur le reportage, sur le montage de la vidéo du sujet, même si Delphine Ernotte a son importance ou que l'Arcom a son importance, il y a aussi toutes ces petites mains qui ont un impact concret et réel. Et quand on est monteur pour le journal de France 2, on a un pouvoir qui est monstrueux. J'ai une anecdote là-dessus. Au moment de l'enterrement de Philippine, qui était donc public, moi je m'y suis rendue, c'était à Versailles, j'ai été interrogée par des gens, je les ai prévenus, donc j'étais honnête, je leur ai dit d'accord, mais moi je suis journaliste, donc vous avez peut-être intérêt à interroger d'autres personnes qui sont autres. Et en fait, comme ils trouvaient personne, j'ai pris la parole et je me suis permis évidemment de faire le lien entre le meurtre de Philippine et le fait qu'elle ait été tuée par un OQTF, une fois de plus, quelqu'un issu de l'immigration. Et ce passage a été complètement tronqué et on a juste gardé le passage où je dis Philippine, ça aurait pu être ma petite sœur, donc évidemment je suis choquée. Bref, une banalité sans nom qu'il est bon de rappeler malgré tout, évidemment. Mais tout ce passage-là a été enlevé, et effectivement, probablement un choix derrière de ces petites mains de la réalisation qui se sont dit, bah voilà, on va garder ce qu'on a lissé, on va garder ce qu'on nous a appris à garder en fait. Mais ça m'étonne pas, et c'est là où justement nous, il ne faut pas nous tromper de combat, et c'est là où la gauche est très souvent ridicule concernant les patrons de presse. Évidemment que le grand patron a son impact sur son média, que ce soit le service public ou les médias privés, mais à la fin des fins, dans le concret, dans le quotidien d'une radio ou d'une télévision, ou d'une rédaction de presse, et vous savez ça mieux que moi, vous êtes libre de dire ce que vous voulez à l'antenne, ou en tout cas vous avez la possibilité de choisir des sujets et des angles qui permettent de faire dire certaines choses. C'est d'ailleurs là où il y a une vraie perversité, c'est que l'Arcom, avec le service public, applique des méthodes d'analyse et de contrôle qui sont un peu tronquées, dès lors que dans le choix des questions, par exemple d'une matinale comme celle de France Inter, entre un militant ou un politique de droite et de gauche, il y aura peut-être le même temps de parole et le même nombre d'invitations pour la droite et la gauche, mais la façon dont sera traité l'invité de droite ne sera pas la même que l'invité de gauche, tout comme l'humoriste qui fera sa chronique après sur Jordan Bardella et Éric Zemmour, ou sur Jean-Luc Mélenchon, enfin plutôt d'ailleurs sur le service public, Raphaël Glucksmann et Marine Tondelier, il y aura un écart absolument abyssal. Et c'est là où il y a une perversité, une subtilité qui parfois permet à ces gens-là de jouer avec l'Arcom. Oui, puis c'est des gens aussi qui défendent en permanence la liberté d'expression, sauf qu'on voit bien au final que pas du tout, puisqu'ils se permettent de tronquer des propos qui ne leur conviennent pas, qui ne vont pas dans leur sens. Et puis en même temps, c'est aussi les gens qui voilà, sont les fervents sympathisants de Hello Kitty X quand Elon Musk a racheté X, et que donc la parole de droite radicale, si je puis dire, était plus acceptée. Enfin, en fait, ça en dit long sur ce qu'ils prétendent défendre. Et ensuite, le mode d'action, entre guillemets, qu'ils mettent en place à l'issue de leur déclaration. Bien sûr, oui, c'est évidemment des personnes qui ont une vision de la liberté d'expression qui est à géométrie variable.
Mais ils ont expliqué récemment que la liberté d'expression était en fait une invention de l'extrême droite. Enfin, c'est populiste. Voilà. Il y a ce côté totalement orwellien où, puisque la liberté d'expression permet à leurs ennemis de s'exprimer, en fait, les écailles leur sont tombées des yeux. En fait, la liberté d'expression est une fausse valeur de gauche, c'est une vraie valeur de droite, donc c'est une fausse valeur en soi. Donc c'est admirable. En quelques mois, toute la gauche s'est mise à défendre la censure, le contrôle, la voie unique. Et ils sont très bons. Après, c'est très gauchiste d'être dans le contrôle et avoir une certaine sympathie pour le totalitarisme. C'est pas vous qui m'expliquerez l'inverse. Pas du tout. Mais il me semble, en un mot, parce que ça me fait penser, mes petites cellules drills, pour reprendre l'expression d'Hercule Poirot, ont du mal à fonctionner, mais je crois que c'est Mathieu Smalla. Ouais, on en parlait ce matin. Mathieu, on l'appellera pour le... Matt. Comme il est surnommé affectueusement par sa mère qui lui fait encore son petit déjeuner, je crois déclarer, mais j'ai un doute exact sur le fait que le référendum était antidémocratique, ou en tout cas à minima d'extrême droite et populiste. Et qu'il était contre. Le référendum est autoritaire, a-t-il expliqué. Ouais, était autoritaire, mais je vous avoue, j'ai vu l'extrait passer. Et je n'ai pas cherché à le comprendre parce que ça fait longtemps que je ne fais plus cet effort intellectuel, mais c'est quand même d'une force et d'un culot assez impressionnant d'arriver à nous expliquer que le référendum est autoritaire, alors que par essence, je crois qu'il est plutôt démocratique, ou en tout cas conciliant. On peut le truquer ou le tronquer, mais... Il ne pas le respecter d'ailleurs. Mais... Il est allé jusqu'à saluer le gouvernement des juges comme étant la plus parfaite expression de la démocratie, puisque le peuple n'est plus du tout impliqué dans le processus. Et donc, c'est la meilleure manière de le faire parler. Et il aime l'état de droit. Il a dit, moi, je l'aime, l'état de droit. Vous l'avez imité. Je l'imite bien. Hein. Vous avez une voix un peu plus grave que lui, peut-être. Je sais pas comment je dois le prendre. Plutôt bien, en l'occurrence. Là. Non, mais elle est Adèle Rosner. Mais en fait, ça résume très bien tout ce qu'on dit depuis tout à l'heure. Je reviens à Delphine Ernotte. Et puis, alors, si les auditeurs sont là depuis 7h du matin, ils ont dû m'entendre le dire 3 fois déjà au moins depuis le début de la matinée. Mais elle avait dit en juillet 2023, elle était auditionnée à l'Assemblée. Et puis, elle avait quand même dit que chez France Télévisions, son objectif, c'était pas de représenter la France. Parce qu'elle avait ajouté, parce que si on représentait la France telle qu'elle est, on aurait seulement 5% de femmes expertes sur les plateaux télé. Mais elle veut représenter la France telle qu'elle aimerait qu'elle soit, telle que la gauche finalement aimerait qu'elle soit. Donc ça résume parfaitement bien cette volonté d'idéologie, toute une idéologie derrière. On ne veut pas montrer le réel, on veut vraiment mettre en place on veut construire le réel. C'est ça. La gauche passe sa vie à déconstruire des choses pour en fait construire autre chose à la place. Et donc, il y a vraiment l'idée que la réalité en soi n'a aucune valeur, n'a même pas d'existence, et que n'existe que ce qu'on a décidé de construire soi. Voilà, je construis mon corps, comme le rappelait Maëlys ce matin, et donc je décide d'être un homme, et il faut que la société me finance mon opération de mastectomie. Je construis la société française où il n'y a plus que des femmes intelligentes sur le plateau. Alors, à Radio Courtoisie, ça marche. Effectivement, dans les émissions du service public, ça moins. Et on se retrouve avec en permanence l'idée d'une France où l'ensemble de l'immigration occupe des postes à responsabilité, sont des policiers d'élite, des juges intègres, des magistrats remarquables, des patrons d'entreprises humanistes, et où il y a évidemment toujours 3 ou 4 racailles blanches qui sont chauffeurs Uber ou pizzaiolo. Et surtout catholiques. Et si possible catholiques, et qui, dévorés par le racisme et l'identitarisme, passent leur vie à manger des saucissons gras tout en jetant les pots sur la chaussée, où une grand-mère kabyle trébuche et tombe alors qu'elle était en train d'apporter de l'argent pour sauver la crèche associative qui a été justement à Boubacar de pouvoir être enfin accueillie. Et non, Delphine, c'est pas la vraie France. Mais l'ennui, c'est que l'impact visuel est réel. J'aimerais bien garder les droits sur ce scénario, s'il te plaît aussi. C'est-à-dire que, Stanislas Rigaud, est-ce que vous ne pensez pas que, à force d'abreuver les Français de ces images et de ces scénarios, il n'y a pas finalement, d'une certaine façon, un vrai impact dans le sens où ça finit par les convaincre? Est-ce que ça les dégoûte ou est-ce que ça les convainc que c'est ça la réalité? Je crois que malheureusement, ça en convainc certains. Et puis, les changements sont sur le long terme. Et c'est des choses un peu pervers. Parce que, encore une fois, je reviens sur cette idée de perversité du service public. Parce que le scénario qui vient de nous être présenté, pour nos auditeurs, pas encore en salle de cinéma ou
ou à l'antenne de France 2, mais objectivement, il pourrait l'être. Évidemment, j'allais dire, il est caricatural, mais pas tant que ça, puisqu'on a des séries ou des reportages parfois sur le service public qui sont absolument lunaires, mais présentés sous forme de fiction, présentés sous forme de ça permet de mieux vivre ensemble, présentés sous l'angle du vivre ensemble et de la charité. Après tout, pourquoi pas vous voyez, il y a des séries Netflix, pour prendre un autre exemple, qui sont évidemment idéologisées, mais qui restent sympas. Je vous prends un exemple très concret. Il y avait eu une levée de bouclier de beaucoup de gens de droite à l'occasion de la sortie Lupin, avec Omar Sy comme personnage principal. Il se trouve que je suis un grand adepte d'Arsène Lupin, enfin des livres d'Arsène Lupin, et par curiosité, j'ai voulu la regarder, cette série. Le fait est qu'elle est sympa. Elle est sympa, c'est pas du grand cinéma, c'est pas une grande série, mais c'est sympa à regarder. Évidemment, moi, à titre très personnel, je crois repérer ou distinguer toutes les fois où l'on essaye de transformer le personnage de Lupin, non pas contre une personne qui se bat ou par panache ou par envie de grandeur. Il n'est plus anarchiste, il n'est plus le séducteur que l'on connaît dans les livres de Maurice Leblanc, mais il se bat contre les riches et les méchants capitalistes qui prennent l'argent des pauvres. Il se bat contre le racisme systémique, et en fait, s'il n'est pas reconnu quand il se déguise, ce n'est pas parce qu'il est extrêmement habile, mais c'est parce qu'en fait il est noir, et dans les déguisements qu'il prend, il ne se déguise pas en vicomte, en comte, en duc ou en prince, mais en éboueur, en agent de sécurité, etc., pour signifier que tous ces métiers-là sont faits par des personnes de couleur noire, etc. Et qu'elles sont invisibilisées. Exactement, et le slogan du film, c'est de dire ce n'est pas que vous ne m'avez pas vu, c'est que vous n'avez... Je n'ai pas réussi. Voilà, je n'ai pas réussi à... pardon. Non, mais vous allez réussir. Le slogan de cette qu'on série... apporte tout de suite un petit déjeuner. Avec un bout de comté, un verre d'eau, un café... Et Mathieu Slama. Ah non, pas lui. Mais vous n'avez rien suivi, la liste de la série. Non, je crois que la série, le slogan est de dire c'est pas que vous ne m'avez pas vu, c'est que vous ne m'avez pas regardé. Sous-entendu, en effet, invisibilisé. Ah voilà, merci. Et j'ai fait cette sortie de route sur Arsène Lupin et Netflix pour vous dire qu'il peut y avoir des productions sympas. Moi, c'est à vous, objectivement, je vous le dis comme je le pense. Je trouve que c'est une émission de qualité parce que le format est sympathique. Anne-Elisabeth Lemoine est une personne de talent. Bertrand Chameroy est plutôt drôle, ou en tout cas peut l'être. Moi, je me souviens de ses chroniques sur Pécresse qui m'ont beaucoup fait rire. Mais... et c'est là où c'est vicieux, c'est qu'ils sont évidemment tous idéologisés. Et que quand ils reçoivent Éric Zemmour, Jordan Bardella, Dupont-Aignan ou n'importe quelle personne de droite, ils le traiteront de façon bien plus virulente que s'ils reçoivent évidemment Raphaël Glucksmann ou Sandrine Rousseau. Ah oui, voilà. C'est la triste. On va terminer en rappelant à l'Arcom combien on l'apprécie, et vraiment on espère qu'elle écoute nos émissions, et on appelle juste à plus de démocratie, n'est-ce pas? Et là-dessus on se rejoint avec l'Arcom et la gauche et tout le monde. Mais voilà, cœur avec les doigts. Voilà. Ouais. Pour nos auditeurs qui nous écoutent et qui ne voient pas Richard. En tout cas, oui, Adèle. Non, j'allais dire une bêtise. J'allais dire, Richard, on espère que votre scénario sera bientôt produit. Nous allons lancer un financement participatif. Voilà, donc, si tous les gens de gauche qui écoutent Radio Courtoisie veulent bien donner à Radio Courtoisie à titre personnel. Ce que j'allais le dire, si vous voulez, si vous partagez notre constat sur. Autant d'argent que moi à la fin du mois avec cette participation, cher Richard. Si vous partagez ce constat sur le service public et ce qui vous est offert par ailleurs, chers auditeurs, eh bien il y a quand même une façon très simple de s'en libérer, c'est de donner à Radio Courtoisie, de donner à Ligne Droite, voilà. Et puis nous, on vous offre justement ce que vous n'entendrez pas ailleurs, et surtout, on ne vous offre pas ce que vous entendez ailleurs, et ça, c'est quand même un sacré plaisir. C'est vous qui vous l'achetez en fait. De quoi ? Ce qu'on offre. C'est les auditeurs qui nous écoutent qui s'offrent ce beau cadeau d'écouter Radio Courtoisie. Bah oui, parce que sans eux, il n'y aura plus de Radio Courtoisie. Donc, chers auditeurs, on le rappelle, on dépend de vous et uniquement de vous et de votre générosité.